Donc, bien le bonsoir à tous, chères citoyennes, chers citoyens. Bienvenue à votre réunion municipale du mois d'octobre 2020. Donc, bonsoir, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, monsieur le directeur général. Donc, bienvenue à tous à cette belle rencontre qui s'amorce présentement. Donc, j'aimerais quand même, dans un préambule de la réunion, j'aimerais quand même vous donner certaines informations des affaires publiques qui est d'importance pour le public. C'est-à-dire, premièrement, le docteur Pierre Morissette, vous savez qu'il a pris sa retraite dernièrement. Et concernant ses dossiers médicaux, il fait tout simplement le message suivant, que les gens puissent l'appeler directement à sa résidence et ils peuvent recevoir leur dossier personnel afin de le transmettre à leur médecin, à leur nouveau médecin. Pourquoi je fais ce message-là? C'est parce que tout simplement qu'il y avait une rumeur où que M. le docteur Morissette avait gardé certains de ses clients. Et j'ai parlé avec M. Morissette jeudi dernier et pour me faire part que non, effectivement, il n'a gardé aucun client. Il est vraiment à la retraite au complet. Donc, ceci étant dit, une autre chose, je tiens à informer la population qu'il va y avoir une présentation des 3 projets qui s'inscrivent dans la vision 2030 de la Ville de Passepébiac du Conseil municipal, soit le 14 octobre, les 2 sessions, une qui sera à 2 heures de l'après-midi pour permettre aux gens, ceux qui sont libres en après-midi, d'y aller, et il y en a une autre aussi à 19h30. Donc, ça va être un moment pour présenter les 3 projets qui s'inscrivent. D'ailleurs, il y a plus que 3 projets, mais c'est les 3 projets de l'heure que la Ville de Passepébiac travaille ardemment. Toute son équipe municipale et votre conseil municipal qu'on tient absolument à présenter à la population. Donc, j'invite fortement les gens à se déplacer, à venir poser les questions nécessaires qui vous interrogent et on va répondre dans la meilleure connaissance de ce qu'on a comme information présentement parce que vous savez que c'est une présentation et qu'un projet comme ces 3 projets-là peuvent être modifiés dans le temps avec les renseignements qu'on recevra. Donc, un beau moment démocratique pour les gens de venir entendre ce qui se passera dans les prochaines années à venir. Autre part, j'aimerais quand même annoncer que la Ville de Passepébiac va recevoir un montant de 157 000 $, une aide financière qui va permettre de soutenir la municipalité à travers la crise de la COVID, ce qu'on vit. Vous savez que ça a eu beaucoup d'incidences, non seulement pour les produits sanitaires qu'on a achetés, mais la distanciation qu'il fallait pratiquer et aussi dans nos salles, dans nos différents bâtiments. Donc, il y a eu des pertes de salaire, des pertes monétaires et le gouvernement du Québec a décidé pour Passepébiac que ce soit un montant de 157 000 $. Ces argents-là viennent de part égale. En fait, c'est le 2,3 milliards qui a été annoncé par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral en vertu de l'accord sur la relance sécuritaire. Et c'est pour ça qu'il va y avoir le 157 000 $ répartis de la façon suivante, soit un montant de 108 552 $ pour le mois de décembre. On recevra ce montant-là. Et pour mars 2021, un montant de 49 344 $ pour couvrir la première partie de l'année 2021. Ne sachant pas encore ce qui va se passer avec la COVID, peut-être qu'il y aura d'autres montants qui se rajouteront à ceci. Donc, voici pour ce sujet. Ensuite, juste pour faire un petit rappel à la population, parce que là, je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais je crois que oui, en septembre, la première rencontre, qu'il y avait une roulotte de dépistage COVID qui s'en venait à Passepébiac. Elle est là. Elle est là présentement. C'est installé. Donc, lorsqu'il y aura une demande par rapport à vous faire tester, bien, ils vont vous référer directement à Passepébiac pour faire les tests. Donc, vous n'aurez pas besoin de parcourir 60 km environ pour y aller et revenir. Donc, c'est pratiquement 1h30 à 2 heures pour faire ces tests-là. Vous aurez ça à proximité de chez vous. C'est votre conseil municipal qui a travaillé ardemment pour être capable d'avoir ces services-là à Passepébiac. Donc, on comprend que ce n'est pas seulement à Passepébiac, puis c'est pour se desservir aussi les gens qui sont regroupés en entour de Passepébiac, dont jusqu'à Bonaventure et naturellement plus loin dans la MRC. Ensuite, je tiens quand même s'il y a eu une annonce officielle le 9 septembre, donc c'est tout de suite après la réunion municipale qui avait eu lieu le 8 septembre,
Les gens posaient certaines questions par rapport au financement et est-ce qu'il y a des projets qui s'en venaient par rapport à la 3e avenue et la rue Saint-Pédis. Je mentionnais que ça s'en venait sous peu, puis on ne pouvait pas parler, parce que tant qu'on n'a pas l'annonce officielle par le gouvernement, on ne peut pas annoncer ça, risque de perdre le financement. Donc, il y a eu le 9 septembre le dévoilement des montants. Donc, il va y avoir du financement pour plus de 2,2 km d'infrastructure pour tout la 3e avenue S, qui veut dire entre la rue Chappadeau et la rue Saint-Pédis, qui va être refait au complet, ce qui veut dire égouts, aqueducs. Ici, il y a des fluviaux ou des fluviales, si vous l'aimez mieux, vont être réinstallés aussi, et la même chose pour l'asphaltage. Et comme je le mentionnais, on était pour profiter de ce moment-là pour agrandir le réseau de transport actif, qui veut dire permettre aux gens de bien véhiculer dans la ville de Passevillers et avoir accès sur un des futurs projets qu'on veut mettre en place, soit le parc linéaire. Dans l'autre tronçon qui est prévu, c'est dans la rue Saint-Pédis, en partant de la 3e avenue Ouest, jusqu'en descendant sur la rue 132. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a un pluvial qui descend jusqu'en bas pour tomber dans le réseau le pluvial du MTQ. Donc, c'est un projet de 4,488 millions, donc 4 488 000. Et donc, avec une aide du Québec au niveau provincial, c'est-à-dire soit de 1,8 million. Et la même chose pour le fédéral. Le restant, vous aurez compris que c'est la municipalité, la Ville de Passevillers, avec des règlements d'emprunt, qui procéderont à ce financement-là. C'est à la hauteur de 80 % que c'est financé. Donc, un projet que les gens attendaient ardemment. Et le voici, le voilà, comme on pourrait dire. Il est arrivé. Et on prévoit être en mesure de finaliser les appels d'offres, le lancement des appels d'offres pour fin novembre, début décembre maximum, pour qu'avant les fêtes, on soit assuré qu'il y a un contracteur qui aura la chance de commencer et débuter les travaux en mai 2021. De plus, je dois vous annoncer quand même qu'il avait été prévu par la MRC de Bonaventure la vente pour taxes, que vous connaissez très bien, ça revient à chaque année, lorsque les gens, que ça fait à peu près 3 ans qu'ils n'ont pas payé leurs taxes, ils vendent pour taxes. Et c'était prévu en juin. Là, c'était prévu pour le 6 octobre, ça veut dire demain matin. Et à cause de la situation COVID dans Avignon, mais qui commence dangereusement à s'en venir dans la MRC de Bonaventure, on n'est pas encore dans la zone rouge, mais ce que j'ai comme renseignement, c'est qu'on s'enligne vers ça s'il n'y a pas un changement drastique de la population et de respecter les mesures sanitaires nécessaires. Donc, on devrait être positionné, fixé par ça, dès lundi soir prochain. Et il y aura d'autres rencontres pour savoir ce que le conseil municipal décidera avec ce qui aura été décidé par le gouvernement du Québec. Ça peut être autant une zone rouge dans la MRC de Bonaventure, comme certains secteurs, certaines villes, comme vous avez vu dans Avignon. Donc, la suite sera à venir. Mais c'est sûr que ça peut avoir une incidence sur les infrastructures sportives, culturelles et autres bâtiments de la ville de Passevillers. Donc, je vous invite vraiment à faire attention, à faire tout ce que vous pouvez faire et en mesure de le faire pour respecter les mesures sanitaires. Dernier petit point, en fait, c'est un peu celui que je viens de faire, mais je rajouterais, juste pour vous montrer le sérieux de la chose, dans Avignon, on a 123 cas actifs et dans Bonaventure, on a 20 cas actifs. Donc, ça s'accentue. On n'avait pas de cas autant dans les dernières semaines et on entend parler justement qu'il y a des cas un petit peu partout et on veut absolument limiter ça. Le gouvernement va vouloir sûrement limiter dans les endroits où c'est vraiment problématique. Donc, c'est à suivre. Donc, pour la réunion municipale d'aujourd'hui, on va le faire dans l'ordre parce que j'avais l'habitude de comme l'oublier quelque peu et le faire après. Donc, considérant qu'il est dans l'intérêt public
et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue publiquement. Des mesures sanitaires et de distanciation physique seront respectées sous les recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du MAMACH, autrement dit. Donc, vous allez avoir une personne ici, il va y avoir la période pour les contribuables, mais aussi la période de questions. Alors, quelqu'un qui va se déplacer pour voir avec un masque lorsque vous voulez intervenir. Donc, juste faire les petits rappels de consignes. Je pense que vous les avez bien suivis au début. Il faut, quand vous êtes assis, vous pouvez enlever vos masques. Aussitôt que vous décidez de vous lever pour aller vous promener, sortir à l'extérieur ou revenir, il faut absolument remettre vos masques. Ça, c'est très, très, très important. Et si jamais vous sortez de la salle et vous voulez revenir, n'oubliez pas de laver vos mains. Et les autres directives, tousser dans votre coude, etc., etc. Donc, en conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue publiquement, tout en respectant les mesures sanitaires et de distanciation physique sous les recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, vous avez compris, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Nathalie propose. Madame Nathalie Cassio propose et appuyée par Roméo. Monsieur Roméo Briand. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Si. Monsieur Huard, oui. Merci. Inquiétez-vous pas, des fois, je demande qu'on me répète, parce que ça se peut, quand je dis répète, c'est parce que dans le sens que ça se peut que la personne a déjà répondu oui, mais je ne l'ai pas vu ou je ne l'ai pas entendu. Ça se peut que c'est l'âge, là, je ne sais pas, mais je tiens absolument de vérifier pour être sûr que tout le monde a répondu. C'est bien important pour les séances qui contient. Donc, je vais faire la lecture de la séance pour l'ordre du jour. Donc, ouverture de la séance. Point 2, constatation du quorum. Point 3, adoption de l'ordre du jour. 4, dépôt de documents et de correspondances, soit pour le site historique du banc de pêche de Passepébiac, l'Assemblée générale annuelle 2019 avec les états financiers et le rapport annuel. 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. Séance ordinaire du 8 septembre 2020. Séance extraordinaire du 28 septembre 2020. En 6, administration générale des finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, suivi du budget. 7, affaires des contribuables. 8, autorisation de la directrice de la culture à représenter la ville de Passepébiac à l'Assemblée générale de culture Gaspésie. En 9, autorisation à enchérir lors de la vente d'immeubles pour taxes municipales MRC de Bonaventure. 10, résolution de demande au gouvernement du Québec et d'une programmation Accès Logis. En 11, résolution, nouvelle proposition d'entente à portée collective, soit pour le dossier 415 181, adopté en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection agricole des territoires agricoles du Québec. 12, ouverture de postes agents à la taxation. 13, nomination de maire suppléant. 14, entente triennale 2021-2023, soit la rencontre internationale de la photographie en Gaspésie. 15, entente de développement culturel pour le ministère de la Culture et des Communications. 16, appel de projet, connaissance du patrimoine immatériel et innovation, ministère de la Culture et des Communications. En 17, les dons, soit pour la Société Alzheimer Gaspésie-Île de la Madeleine, Association Épilepsie Gaspésie-Sud, ressources d'aide aux personnes handicapées. En 18, rapport des conseillers, donc j'invite les conseillers à faire le rapport dans les différents dossiers qui le chapeautent, pour ceux qui ont un avancement dans leur dossier. Et ensuite, 19, affaires nouvelles, 20, période de questions, et 21, levée de la séance. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour tel que lu et un appuyeur. Solange propose. Madame Solange, qu'est-ce que tu proposes? Et M. Henri-Alain appuie? Oui. Oui. Parfait. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. Donc, au point 4, dépôt de documents et de correspondance du site historique de banc de pêche de Passepébiac qu'on a reçu la semaine dernière, soit le 28 septembre, soit le rapport annuel et aussi les états financiers du site du banc de pêche de Passepébiac. C'est
une responsabilité qu'ils ont, mais aussi, je dirais bien un devoir là, de le faire et de nous donner des informations, parce qu'il faut vous rappeler que la Ville de Passylbiac aide quand même le site historique dans son financement en remettant un 20 000 par année et aussi donc différents services aussi. Je rappelle aussi qu'il y a quand même plus de 36 employés qui travaillent au site historique, donc provenant de différents horizons. Donc, c'est un endroit intéressant pour le développement économique de Passylbiac, le tourisme. Cette année, il y a peut-être eu un petit peu moins de personnes parce qu'à cause de la COVID, mais je leur lève le chapeau parce qu'ils ont su comment relever le défi et à ce moment-là, d'être capable d'offrir des services quand même, d'offrir des services à la population, mais aussi aux touristes. Et naturellement, avec leurs restaurants qui ont ouvert aussi en faisant des lunchs pour apporter. Donc, les gens ont répondu à l'appel. Et fait que, somme toute, je crois qu'ils se sont bien tirés d'affaire avec les informations que j'ai. Je ne sais pas si M. Briand a des choses à rajouter par rapport à ça. Non, tu as tout dit. Parfait. Donc, tout simplement, c'est un dépôt et on aura à le regarder de façon plus approfondie parce que c'est ça souvent qui décide le conseil de ville à savoir comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il va décider pour la prochaine année, à savoir combien il va mettre dans le budget pour appuyer cet organisme important dans la ville de Passylbiac. Excusez-moi. Donc, ensuite, on serait à l'approbation des procès-verbaux antérieurs. Donc, on a deux, c'est-à-dire soit celui du 8 septembre, la dernière réunion municipale du mois, et une qui a été tenue en extraordinaire le 28 septembre dernier. Naturellement, tout le monde l'a eu d'avance. On n'a pas d'obligation à le relayer pour faire perdre du temps à personne. Par contre, je tiens quand même à souligner certaines choses. C'est plus au niveau municipal. Donc, il y a eu une démission dernièrement, soit pour le 19 octobre, et une demande de congé sans solde qui a été faite. Et c'est pour ça que ce soir, vous retrouvez à l'ordre du jour un poste qui est vacant et qui va être réouvert, soit préposé à la gestion des revenus, à la taxation. Et un renseignement qui est utile et qui serait intéressant pour les gens, c'est-à-dire qu'on a passé une résolution de façon officielle pour autoriser un appel d'offres pour l'achat du camion autopont. Vous savez que c'est un dossier qui dure, ça fait assez longuement, plusieurs années. Et après discussion, discussion les municipalités faisant partie de l'entente intermunicipale, vérifiant les besoins de la ville de Passylbiac avec son chef du service d'incendie, etc., on est venu à une conclusion avec notre consultant, M. Alain Côté, et de savoir quel camion autopompe qu'on voudrait avoir. Et là, il y a un lancement, justement, d'appel d'offres pour être capable d'avoir ce camion dans la mesure du possible, ce qui est prévu fin septembre 2021. Donc, on sait qu'il y a la question COVID, etc., mais on sait aussi que ça prend environ 1 an pour produire un camion de ce genre, parce qu'on ne parle pas juste de dire il y a un camion dans une cour puis on s'en va avec. C'est des camions qui sont de base et ensuite, ils l'habillent selon le client et selon les demandes du client. Donc, c'est pour ça qu'il faut lancer un appel d'offres, puis naturellement parce que c'est plus de 100 000 $, et c'est pour ça qu'il faut qu'on lance des appels d'offres, sinon on n'aurait pas cette obligation-là. Donc, c'est juste à titre d'information. Et j'aurais besoin d'un proposeur, un appuyeur pour accepter ces procès-verbaux-là. Henri Nathalie. propose. Donc, M. Henri-Alain propose, appuyé par Nathalie appuie. Mme Nathalie Castillo appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. Au point 6, administration générale et finances, soit l'adoption des comptes à payer en 6.1. Donc, les proposés par et appuyés par est résolu que les comptes à payer pour le mois de septembre 2020 d'un montant d'1 921 572 $ et 21 sous soient approuvés pour paiement.
Donc, s'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais quand même souligner quelques montants, parce que c'est quand même particulier d'avoir un montant d'1 900 000 à payer. Je tiens à souligner qu'il y a quand même un montant d'environ 600 000 qui a été payé pour le projet de la rue des Nords. Il y a aussi un montant de 40 quelques mille dollars qui a été payé pour la rénovation de l'ancien garage municipal. Il y a un montant de 861 000 environ qui a été payé parce que c'est un remboursement de capital et intérêts, mais qui est transféré dans une autre institution financière pour toujours le règlement d'emprunt. Donc, vous comprenez que c'est des montants qui dépassent 1,2 million, là, à peu près qu'on parle pas de 3. Donc, c'est beaucoup d'argent. Il y a le Cégère, entre autres, là, on parle de montants qui part de novembre 2019. Donc, c'est pratiquement 11 mois de paiement qu'on avait à faire parce que c'était un début, là, c'était le début du contrat. Et le temps de tout démêler tout ça, de parfaire l'entente, bien, c'est un montant de 214 000 qui a été payé. Il y a eu de l'asphaltage aussi chaude, là, de l'asphalte chaude qu'on parle, là, qui nos employés vont chercher et qui ont un certain temps pour l'appliquer. Donc, en septembre, c'était un montant de 7 500 environ. Il y a eu le projet d'éco-bâtiment qu'on avait à payer pour le projet patrimoine immobilier, soit pour le presbytère qu'on est des études en train de faire et aussi pour la bibliothèque municipale, soit l'église anglicane. On avait un montant de 5 748 à déposer. Nord-Astello, toujours pour la route D, c'est-à-dire la surveillance, 9 000 environ. Et dans l'option aménagement, qui est pour le programme TAPU dans le transport actif, donc la préparation du transport actif, justement de ce que je vous mentionnais dans le préambule, par rapport à l'investissement du programme FIMO pour la rue, la 3e avenue Est et la rue Saint-Pédis. Donc, il y avait des travaux à faire pour décider comment on devrait faire ça, cette artère-là, où les gens vont pouvoir faire du transport actif, c'est-à-dire de la bicyclette, de la marche, etc., tout ce qui peut se faire à pied. Donc, grosso modo, ce n'est pas quelque chose qu'on fait particulièrement habituellement, mais vu le montant, je tenais quand même important que les gens puissent entendre les gros chiffres qui sortaient de là. Donc, ça me prendrait un proposeur, un appuyeur. Ça, je l'ai-tu fait? Tu l'as pas fait? Oui. Nathalie J'ai propose. Oui, Nathalie le propose. Solange appuie. Solange appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Ah oui. Oui. Merci beaucoup. Donc, au point 6.2, suivi du budget, il est proposé par et appuyé par et est résolu que le rapport des états d'activité financière en date du 30 septembre soit adopté. S'il n'y a pas de questions, commentaires, ça prend un proposeur et un appuyeur. Roméo propose. M. Roméo Briand propose, appuyé par? Henri appuie. M. Henri-Alain. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Donc, au point 7, affaires des contribuables dans la salle, s'il y a des contribuables qui auraient des questionnements par rapport à des choses qui les touchent directement, sont invités à le faire. Oui, M. Dorosby. Il y a quelqu'un qui s'en vient pour mieux vous entendre. Vous êtes en mesure de mettre votre masque, ça va être beaucoup mieux, si possible, s'il vous plaît. On n'est pas habitué à ça, là. Merci. Vous avez fait une demande moi, là, concernant un dézonage sur mon terrain sur la rue Saint-Pédis, sur le coin de la 5e avenue, parce que je voulais installer une maison mobile. Puis ça fait un beau bout que j'ai signé la formule, au prix qu'elle m'a coûté. J'aimerais bien avoir des nouvelles là-dessus. Oui, absolument. Je vais juste expliquer pour la population, parce que ce soit le dossier de M. Dorosby ou un autre. La façon que ça fonctionne, les gens ont un temps X à payer de 300 lorsque c'est une dérogation. Lorsque c'est un ajout d'usage, on parle de 500 Et ces montants-là sont versés par les citoyens, pas parce que ça va être accepté. C'est tout simplement parce que c'est pour analyser la demande. Donc, ça se peut que la réponse serait négative comme positive. Dans votre cas, il y a quand même une procédure, que ce soit dans votre cas ou dans les autres, là, il y a une procédure à suivre. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe par le CCU, soit le comité d'urbanisme, et dont je siège sur, et M. Florian Duchesneau siège aussi sur ce comité-là. On évalue la situation, on regarde c'est quoi les tenants aboutissants, quel impact
positif ou négatif pour avoir de dire oui ou non à la demande. Donc, ça prend un certain moment. Il y a la COVID qu'on peut rentrer à l'intérieur de ça pour le moment, mais habituellement, il n'y a pas la COVID, là. Dans le processus aussi, il faut qu'il y ait un coup que c'est accepté, c'est analysé, c'est présenté au conseil. Le conseil doit entériner, savoir s'ils sont d'accord ou pas pour le faire. Ensuite, il y a des avis de motion. Ensuite, il y a une consultation publique. Ensuite, il y a l'adoption de tout ça. Donc, c'est un processus qui est long. C'est un processus qui est encore plus long à cause de la COVID parce qu'il y a un certain temps, pendant plusieurs mois, voire pratiquement 6 mois, où ce qu'on ne pouvait pas le faire. Voici une des raisons pourquoi on ne le pouvait faire. En fait, c'est qu'on avait une possibilité de le faire. Mais afin de s'assurer que tous les citoyens qui soient de votre secteur ou même ailleurs puissent répondre à une demande de ce genre, à savoir si ça fait leur affaire aussi, qu'on puisse les entendre, donc la question de démocratie, que les gens sont bien renseignés. On a la possibilité de le faire par Internet, mais qu'on aurait touché probablement pas tout le monde. Donc, à ce moment-là, c'est important de faire tout le processus habituel et justement de permettre la consultation publique et ensuite de passer les solutions nécessaires. Donc, c'est là où s'est rendu votre dossier. Ça s'en vient très bientôt. Très bientôt. C'est beau, merci. Merci, M. Dorsey. Donc, est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui auraient une question qui les concerne? Sinon, tantôt, vous aurez la chance quand même de le faire dans la période de questions. Donc, je vais poursuivre, soit au point 8, autorisation à la directrice de la culture à représenter la Ville de Passepébiac à l'Assemblée générale de culture Gaspésie. Donc, attendu que la Ville de Passepébiac est membre de l'organisme actif de culture Gaspésie, attendu que Culture Gaspésie tient une Assemblée générale le 6 octobre 2020, soit demain, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité ou autre de déléguer la directrice de la culture, Mme Chantal Robitaille, à représenter la Ville de Passepébiac à l'Assemblée générale de culture Gaspésie le 6 octobre prochain et à voter en son nom. Rencontre qui se tiendra, si je ne m'abuse, par Zoom. À quel endroit, excuse? Par Zoom. OK. Par Zoom, OK. Donc, à l'endroit que tu voudras bien, là, les gens vont s'installer à l'endroit. Puis, c'est Zoom. Ça peut être en Chine, mais ça. Donc, dans le salon, n'importe où. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, bien, ça me prendrait un proposeur et un appui. Propose, M. le maire. M. Duchesneau Hébert, propose. appuie. M. Hébert-Huard appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. Ensuite, au point 9, autorisation à enchérir lors de la vente d'immeubles pour taxe municipale MRC de Bonaventure. Donc, c'est selon l'article 536, l'alinéa 1 de la loi sur la Cité et Villes. Et là, étant donné que ça a été reporté, je crois qu'on devrait reporter ce point parce que dans cette future résolution, il était prévu une date. Et si on passe une résolution où on ne donne pas de date, ça ne vaudra pas cher la tonne, comme on pourrait dire. Donc, je pense que ça prendrait quelqu'un qui propose qu'on reporte ce point-là éventuellement lorsqu'on aura la date officielle. Propose, M. le maire. Donc, M. Duchesneau, appuyé par Nathalie appuie. Mme Nathalie Quessio. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. Au point 10, résolution de demande au gouvernement du Québec d'une programmation Accès-Logis. Comme vous le savez, il y a une demande de logement un peu partout à travers le Québec. Et il y a une demande on veut faire, plusieurs municipalités veulent faire, pour avoir plus de logements, donc pour nos concitoyens. Donc, attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les Québécois et le monde, rappelait plus que jamais que d'avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis. Attendu que 305 590 ménages au Québec ont besoin de logements adéquats et abordables. Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logement. Attendu que la relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires. Attendu que les investissements en habitation communautaire
permettent d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables, tout en générant des retombées économiques importantes. Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction, attendu qu'il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois, il est proposé par et appuyé par et résolu de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Donc, et de transmettre naturellement ces copies au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. Éric Girard. Donc, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, ça me prendra un proposeur et un appuyeur. Solange propose. Mme Solange Cassiou propose, appuyé par Nathalie appuie. Mme Nathalie Cassiou. Et est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. Au point 11, résolution, nouvelle proposition d'entente à portée collective, soit pour le dossier 415 181, adopté en vertu de l'article 59 de la loi sur la protection des territoires agricoles et l'aménagement agricole du Québec. Considérant que la nouvelle proposition d'entente à portée collective qui a été adressée à la CPTAQ en date du 21 février 2017 par le Conseil de la MRC de Bonaventure, considérant le document de travail dossier 415 181, qui a été transmis à la MRC de Bonaventure en date du 6 novembre 2018 par la CPTAQ, considérant que les membres du comité consultatif agricole du territoire de la MRC de Bonaventure ont pris connaissance et analysé le contenu du document de travail transmis par la CPTAQ en fonction du contenu de la nouvelle proposition d'entente à portée collective de la MRC que la MRC avait adoptée en février 2017, considérant que les membres du comité consultatif agricole du territoire de la MRC de Bonaventure considèrent qu'il y aurait lieu de redemander à la CPTAQ de revoir sa position concernant la correction et ou ajustement des limites de profondeur et des extrémités des îlots déstructurés, ce notamment de manière à faciliter l'application sur le terrain des dispositions afférentes à cette entente à portée collective. Considérant que le Conseil de la MRC de Bonaventure acceptait la nouvelle proposition d'entente à portée collective telle que décrite dans le document de travail, dossier numéro 415 181, qui a été transmis à la MRC de Bonaventure en date du 6 novembre 2018 par la CPTAQ, relativement à l'identification des îlots déstructurés et des secteurs agroforestiers, considérant que le contenu du compte-rendu de la demande et orientation préliminaire date du 11 mars 2020, que le CPTAQ a acheminé à la MRC répond en partie aux demandes formulées par le Conseil de la MRC et que celui a donné son avis favorable, soit le 16 septembre 2020. Il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité que la Ville de Passepébiac donne son avis favorable à l'orientation préliminaire du dossier 415 181 et en vertu des dispositions de l'article 62.6 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Juste pour traduire ça en français, c'est ni plus ni moins la possibilité pour différentes villes dans la MRC de Bonaventure, dont Passepébiac, de profiter dans son secteur agroforestier, parce que vous savez qu'on on a une zone urbaine, périurbaine, mais on a une zone qui est vraiment complètement urbaine. Il y en a une partie du urbain il y a du agricole, mais il y a une partie aussi qui est agroforestier et aussi seulement forestier. Et ça touche principalement les terrains qui sont agricoles. Puis, selon la loi, on doit respecter certaines superficies, certaines choses pour que les gens puissent construire. Dans notre cas, pour la ville de Passepébiac, vous savez qu'on est pris quand même pour, comme dans les autres municipalités, là, on est souvent pris pour ne pas être capable de construire de nouvelles maisons sur certains terrains parce que c'est protégé agricole. La loi nous l'interdisait, nous empêchait de le faire. Donc, il y a une demande qui a été faite pour, justement, suppléer à ça parce que, oui, on a environ 240 terrains possibles
à construire à Passepébiac avec les services d'égout et d'aqueduc. Toutefois, ce n'est pas nécessairement vrai que c'est sur tous les terrains, parce qu'il y a des terrains qui sont visés par le territoire agricole. Et en faisant cette démarche-là, la MRC l'a fait pas seulement pour Passepébiac, parce que si Passepébiac l'aurait fait, peut-être ça aurait été encore plus difficile. On a fait une démarche concertée pour toutes les municipalités et pour arriver à avoir une entente avec la CPTAQ, mais aussi l'UPA, parce qu'ils sont toujours là quand même, l'UPA, parce qu'ils veulent protéger tout ça. Et ça nous permet d'avoir des possibilités de construction. Je vais vous dire le montant exact, là. Je sais que c'est dans une cinquantaine. C'est 51 terrains qui ont été déstructurés au niveau agricole. C'est qu'ils restent à la même place, là, excepté ils sont en plein dans le milieu agricole, mais qui pourront être construits. Ça touche surtout des terrains qui sont dans 6e, dans 7e avenue là, en question. Donc, ça va permettre à des gens de vendre leur terrain, ça va permettre de construire et aussi de permettre à des gens de l'extérieur de venir construire ici, parce qu'on n'est pas comme dans une ville comme à Montréal ou des grosses villes comme Saint-Hyacinthe ou autres qui veulent protéger l'agricole, mais qui sont capables et en mesure de développer leur territoire, puis de construire des maisons, des quartiers. Nous, c'était un petit peu plus compliqué. Il y avait la protection agricole était tellement grande que ça nous empêchait de le faire. Là, on vient de gagner 51 terrains de plus qu'on peut construire des maisons. Fait que voici pour le français. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, bien, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Roméo propose. Donc, M. Roméo Brillant propose et appuyé par Solange appuie. Mme Solange-Castilloux appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. Au point 12, ouverture du poste agent à la taxation. Donc, considérant que la Ville de Passepébiac a reçu une correspondance le 21 septembre 2020 de l'employé attitré à la taxation, soit Mme Marlène Joseph, qui lui fait part de sa décision de quitter son emploi actuel vu l'obtention d'un nouvel emploi ailleurs. Considérant l'engagement de Mme Marlène Joseph à déposer sa lettre de démission à la direction générale. Considérant que la Ville a accordé à Mme Marlène Joseph un congé sans solde de 3 mois, soit 90 jours de calendrier civil, que vous pourriez rajouter dans votre prévision, de par sa résolution numéro 2020-09-277. Considérant que ce poste sera à combler à compter du 19 octobre 2020, considérant que la Ville a le devoir de combler ce poste dans un très court délai afin d'assurer une continuité de service aux citoyens, donc il est proposé par et appuyé par, et résolu de mandater M. Daniel Langlois, directeur général, l'autorisant à procéder à l'ouverture du poste agent dans la taxation sur une base annuelle à temps plein, et ce, dès le 6 octobre 2020, donc dès demain, l'ouverture de poste, pour le combler le plus rapidement possible. Je tiens quand même à mentionner, puis ça sera mentionné sur l'appel d'emploi, c'est-à-dire que le poste, c'est un poste permanent, 35 heures ou 38 heures semaine? 38 heures semaine. Par contre, comme vous le savez, on l'a mentionné, il y a quand même un congé sans solde relié à ça. Si Mme Joseph décidait de revenir à l'intérieur du 90 jours de calendrier civil, bien, c'est sûr que la personne qui sera choisie va perdre son emploi puis va retourner à faire d'autres demandes d'emploi à l'extérieur, nonobstant qu'elle ferait l'affaire ou pas. Toutefois, si Mme Joseph ne revient pas, la personne aura quand même un 90 jours à respecter de temps travaillé. Vous voyez que c'est différent que du calendrier civil. C'est ce qui nous permet d'être capable d'offrir le poste immédiatement et de s'assurer qu'on n'est pas pris avec 2 postes éventuellement. Donc, tout ça pour dire que on procédera à l'ouverture du poste dès demain matin. Si vous êtes bien d'accord, si vous n'avez pas de questions ou commentaires, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Nathalie propose. Mme Nathalie Castilloux propose, appuyé par Solange appuie. Mme Solange Castilloux. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. Au point 13, nomination maire suppléant. Donc, selon l'article 56, alinéa 1 de la loi sur la Cité civile,
Le conseil doit désigner quelqu'un et une période déterminée par le conseil, un conseiller maire suppléant. On avait M. Florian Chéneau qui est maire suppléant jusqu'au 9 novembre. Et donc, pour le prochain mandat, ce qui avait été décidé en partant dans notre mandat, c'est qu'on donnait la chance à chaque année de changer préfet suppléant et en tout cas donner la chance à tout le monde d'avoir cette opportunité-là, d'accomplir cette tâche. Et donc, on doit passer une résolution pour faire ces modifications-là. On sait déjà que Mme Kessous a un intérêt. Donc, ça serait à partir du 10 novembre jusqu'à la fin du présent mandat. Donc, jusqu'au moment qu'il y aurait des élections. Donc, si vous n'avez pas de questions ou de commentaires, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Henri propose. M. Henri Alain propose, appuyé par Hébert appuie. M. Hébert-Huard appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Ah oui. Oui. Vous acceptez, Mme Kessous? J'accepte. Merci beaucoup. Donc, au point 14, entente triennale 2021-2023, rencontre internationale de la photographie en Gaspésie. Vous savez que la Ville de Passepébiac participe depuis plusieurs lunes, voire plusieurs années. Je ne peux pas vous dire exactement depuis combien de temps, mais disons que c'est assurément 6, 9 ans et peut-être même plus. Et l'implication financière de la Ville, c'est un 2 000 $ par année pour permettre, ça le dit, rencontre internationale pour la photographie. C'est des gens qui parcourent un peu, qui parcourent la Gaspésie. Il y a plusieurs endroits dans la Gaspésie où il y a des démonstrations de photographie, avec des photographes naturellement professionnels, artistes, et qui, les gens, c'est comme un réseau, si vous voulez, qui vont faire du tourisme culturel et font le tour de la Gaspésie, puis ils font un arrêt à Passepébiac. Donc, possibilité qu'ils dépensent des argent, puis on fait connaître Passepébiac, etc. en même temps. Donc, quelque chose de très intéressant, puis qui ne coûte pas une fortune non plus comme investissement. Donc, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Solange Hébert fait propose. la proposition. M. Hébert-Huard propose, appuyé par J'appuie. Mme. J'appuie. M. Duchesneau, parfait. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Mme Solange, oui? Oui, oui. Oui. J'ai senti que c'était ça, là. Merci. Ah oui. Oui, merci. Ensuite, au point 15, développement culturel, ministère de la Culture et des Communications. Considérant que le renouvellement des ententes de développement culturel est en cours en vertu du programme d'aide aux initiatives de partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications. Il est proposé par et appuyé par et résolu d'autoriser la signature d'une entente d'une durée de 3 ans avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat volet 1, entente de développement culturel, et de désigner Mme Chantal Robitaille, directrice du service culture à la Ville de Passepébiac, à faire les démarches et à mener toutes les actions nécessaires pour le dépôt d'une demande au ministère et à signer tout document relatif à cette demande. Donc, c'est une demande où plusieurs municipalités des 2 MRC, Avignon et Bonaventure, font, puis c'est des ententes toujours de 3 ans, où ça permet à la Ville de Passepébiac d'aller chercher des financements à hauteur de 50 et donc de promouvoir la culture de différentes façons, soit par l'engagement de ressources humaines ou d'œuvres d'art qui seront à faire éventuellement dans le cadre de projets d'embellissement à la Ville de Passepébiac, là, mais avec des artistes. Donc, beaucoup de projets qui sont en ligne de départ et on mandaterait Mme Chantal Robitaille pour préparer ça. C'est tout simplement, c'est l'entente qu'on appelait souvent communément entente spécifique au niveau du développement de la culture. Donc, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, bien, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Solange Roméo propose. Donc, M. Roméo propose, appuyé par Mme Solange Castillo. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. Donc, au point 16, appel de projet, connaissance du patrimoine immatériel et innovation, ministère de la Culture et des Communications. Donc, considérant que le ministère de la Culture et des Communications a annoncé la tenue d'un 2e appel de projet en patrimoine immatériel,
Considérant que le programme maintenant appelé Connaissance du patrimoine immatériel et innovation a pour objectif d'accroître la connaissance des éléments du patrimoine immatériel québécois, ainsi que l'état de leur pratique et de favoriser l'innovation en matière de patrimoine immatériel, tant pour sa mise en valeur que pour sa transmission. Considérant que la Ville de Passepébiac procède depuis mai 2020 à l'inventaire du patrimoine culturel de son territoire, considérant que la Ville de Passepébiac souhaite contribuer à la connaissance, à la sauvegarde, à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immatériel, il est proposé par et appuyé par et résolu à de désigner Mme Chantal Robitaille, directrice du service culture, à la Ville de Passepébiac à faire des démarches et à mener toutes les actions nécessaires pour le dépôt d'un projet dans le cadre du programme Connaissance du patrimoine immatériel et innovation du ministère et à signer tout document relatif à cette demande. Donc ça va ouvrir l'opportunité à la Ville de Passepébiac de faire un projet où on peut promouvoir le patrimoine immatériel, comme on disait, mais de manière innovateur, avec l'innovation. Et ça peut passer par un métier traditionnel qui existe encore, mais qui existait antérieurement, naturellement. Et aussi, ça peut passer par la langue, ça peut passer par différents sujets. Donc, il y a quelque chose qu'on demande à Mme Robitaille qu'elle va préparer. Tantôt, je vous mentionnais concernant l'autre dossier au niveau spécifique. J'ai parlé de 50 % mais on pourrait voir cette entente-là, voire à être financée jusqu'à 60 % si ma mémoire est bonne. Et donc, ça c'est un 60-40, là. Donc, encore plus avantageux, mais il y a des détails qui restent à venir. C'est pour ça que je tiens plus à vous dire que c'est 50 %, mais on devrait être en mesure d'aller chez le 60 %. Donc, s'il n'y a pas de questions, de commentaires, bien, ça me prendrait un proposeur, un appuyeur. Henri propose. M. Henri-Alain propose, appuyé par Nathalie appuie. Mme Nathalie Castillo, appuie. Et est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. Ça va rendu au point 17, soit demande de dons. Donc, il y a 3 demandes de dons qui ont été déposées dernièrement, soit la Société Alzheimer Gaspésie et la Madeleine, Association Épilepsie Gaspésie Sud et Ressources d'aide aux personnes handicapées. Soit pour la Société Alzheimer Gaspésie et la Madeleine, on donnerait un don de 50 $. C'est ce qui était donné l'année dernière aussi, je crois. Ensuite, un montant pour l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud de 100 $ et l'organisme qui s'appelle Ressources, mais qui est pour les ressources d'aide aux personnes handicapées, un montant de 100 $ à la campagne d'automne qui a débuté le 27 septembre. Vous verrez qu'il y a certains organismes où, habituellement, on n'offre pas de dons en tant que tel, mais on sait que pour la période COVID, c'est très difficile pour ces différents organismes-là pour récolter ou faire des campagnes de sociofinancement. Donc, à ce moment-là, on essaie d'aider le plus possible les différents organismes. Donc, si vous n'avez pas de commentaires ou questions, bien, ça me prendrait un proposeur, un appuyeur. Propose, M. le maire. Donc, M. Duchesneau propose, appuyé par Solange appuie. Mme Solange Castillo, appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. On s'est rendu au point 18, rapport des conseillers. Donc, pour les conseillères-conseillers, si vous avez des rapports à émettre, des activités qui s'en viennent sous peu, c'est le moment de le faire. Pour ceux qui les dossiers n'ont pas avancé, bien, vous pouvez toujours faire un récapitulatif, ouais. Sinon, bien, ça sera la prochaine fois. Donc, Mme Solange Castillo. Merci, M. le maire. Alors, quel a été l'emploi de mon temps durant les dernières semaines? J'ai assisté à des tables de travail, également le préparatoire. Puis je vous remercie en passant d'être là puis de suivre notre vie municipale en période COVID. Je vous reviens comme convenu depuis la dernière rencontre pour le suivi du comité jeunesse versus la fête d'Halloween. Donc, le comité jeunesse travaille fort actuellement pour tenter d'organiser une activité. Quelques activités sont retenues, mais sûrement seulement une peut-être sera retenue, mais qui sait. Mais elles seront réalisables seulement selon l'évolution de la pandémie, car nous avons la santé et la sécurité de nos jeunes et de tous les citoyens à cœur. Donc, actuellement, il est encore trop tôt pour prendre une décision, car la pandémie évolue rapidement et le 31 octobre est trop loin pour prendre une décision définitive, pour ne pas décevoir nos jeunes.
Alors, la population peut s'attendre à avoir une invitation d'activité de dernière minute, si on peut dire. Donc, on peut dire, suivez le comité jeunesse de la ville de Passaubiac sur les réseaux, puis croire en la magie ou en la sorcellerie de l'Halloween. Donc, merci de m'avoir écouté et merci au comité jeunesse. Merci, Mme Castillo. Donc, Nathalie? Oui, bonsoir à tous. Moi, dans le fond, je voulais vous revenir un petit peu sur un dossier que j'avais pris en main en début de mandat, c'est-à-dire avec M. Huard, le comité des habitations populaires de Passepébiac, où est-ce qu'on avait comme mandat d'essayer de relancer les logements sociaux par des rénovations. Et j'ai eu un rapport de M. Daris à l'effet de toutes les rénovations qui ont été effectuées depuis début 2019. Au total, en 2019, il y a eu des rénovations qui se sont faites sur le logement de la rue Maldomé pour 46 917. En 2020, ça a été les rénovations majeures, où est-ce qu'on a rénové les 6 logements au 57 avenue Castillo pour un montant total de 374 753. En 2020 toujours, rénovation intérieure de 6 logements au 59 avenue Castillo. C'est la deuxième partie du 12 logements, pour un montant de 368 930. Ça veut dire que le gros bloc brun il a été rénové au complet. Puis il y a peut-être quelques petites choses qui resteraient à faire, je pense, à cet effet-là. Ce qui s'en vient en 2021, rénovation intérieure du 6 logements rue Maldomé, pour un montant de 359 789. Puis dans le fond, M. Daris me disait aujourd'hui qu'il avait appris que les travaux auraient été décalés comme en 2021, c'est-à-dire janvier, parce que, bon, ça devrait être complété d'ici Pâques 2021, ces travaux-là. Puis il y a aussi un autre projet qu'on a présenté, c'est dans le fond pour réparer les patiots, les fenêtres, les parties extérieures qui ne sont pas touchées encore, les portes extérieures, les stationnements de l'édifice et tout et tout. Puis ceci représenterait un montant d'environ 282 000 $. Fait que ce projet-là est présenté actuellement, dans le fond, au gouvernement pour obtenir sa rénovation. Fait que ça, c'est pour le dossier des offices. OK. Concernant, autrement dit, ce qu'on peut en comprendre, c'est que les investissements au niveau des logements, Oui. à l'intérieur d'un an environ, ça va être au plus d'1 million de $ qui a été mis. Absolument, absolument. Donc, bel argent, oui. Puis, tu sais, je voudrais remercier le comité qui travaille très dur là-dessus. Nous avons 2 citoyennes, Mme Lina Lamy et Mme Yolande Huard, ainsi que les membres du comité administratif. Dans le fond, il y a moi, Hébert, puis on a aussi M. Daris, qui est comme notre président d'Assemblée. Je vous dirais qu'on a quand même une réunion mensuelle. On en a fait plusieurs par Zoom cet hiver afin d'arrimer les travaux puis tout ça. Puis je vous dis que ça a été important de relancer ce comité-là parce que, disons que les rénovations auraient dû avoir lieu peut-être il y a 5 ou 10 ans, puis ça n'avait jamais été fait. Les loyers étaient vraiment dans un pitueux état. Puis on est vraiment fiers aujourd'hui d'annoncer que tout ça s'est rénové, puis que nos locataires, bien, ils vivent dans un beau milieu, puis ils ont l'air heureux. J'ai parlé à quelques citoyens, puis ils sont contents des changements qui ont eu lieu. Je tiens quand même à le souligner, là, comme vous venez de le faire, là, de la part des nouveaux administrateurs, parce que, justement, comme Mme Cassou vient de le mentionner, ça faisait des années que, pas parce qu'il n'y avait pas d'argent dans les fonds, juste parce que les administrateurs qui étaient là antérieurement ne s'étaient pas occupés de le faire. Il y avait même des loyers où ce qui était pas loués pendant un certain temps, des loyers qui n'étaient pas payés non plus, etc. Je veux juste souligner aussi l'importance des 2 conseillers qui font partie de ce comité-là administratif, Mme Castillo, Mme Nathalie Castillo et M. Hébert Huard, qui n'avaient aucune obligation d'accepter d'aller faire ce travail-là parce que ce n'est pas un organisme où ce qu'on doit mettre notre nez là. Par contre, pour être capable de relever financièrement et de mettre toutes les dépenses sur les rénovations qui ont été faites, les investissements, il fallait qu'il y ait un redressement. Puis je les félicite. Je vous félicite, messieurs, dames, et toutes les personnes qui ont été attitrées à ce dossier-là. Bravo. Vraiment, vous méritez des bravos parce que c'était important de le faire.
Surtout que ce n'était pas comme dans les logements où ce que nous, on doit être impliqués, on doit nommer des représentants. C'est vraiment quelque chose à part. Donc, merci beaucoup. Continuez, excusez-moi, mais Non, bien, c'est bon. c'est Puis, important tu sais, de vous souligner. ce que je voudrais rajouter à la fin de tout ça, c'est qu'on est content que les familles qui y habitent, puis les personnes vivant seules, qui vivent dans un bel environnement. Tu sais, on trouve ça important que les gens vivent dans un beau milieu. Puis, c'est ça, grâce à tout ce projet-là, bien, ça a amené des personnes à vivre dans des qualités de vie meilleures. Absolument. Puis pour ajouter, j'ai eu 9 autres rencontres durant le mois de septembre. Donc, ça a été pas mal ça, mon mois. Ça a été un mois très achalandé. Au niveau de la sécurité incendie, au niveau du comité d'embellissement, on a les habitations populaires qui s'en viennent. On a eu plusieurs petites séances vidéo avec le comité jeunesse. On a eu aussi une rencontre avec la directrice de la culture ici, Madame Chantal Robitaille. Il y a des événements qui s'en viennent. On a hâte de vous les partager. Puis ça va peut-être juste être en novembre, mais il y a des belles choses qui s'en viennent, puis on poursuit notre travail. Merci, Mme Question. Merci. Monsieur Alain? Il n'y a rien ce mois-ci. C'est beau, merci. Monsieur Lemuel-Briand, j'aimerais savoir, est-ce que vous allez parler du dossier logement pour les personnes Non, âgées ou pas ce mois-ci. pas suffisamment d'informations? Non, OK, pas parfait. assez d'informations. Au niveau du site historique, bien, M. le maire en a dit pas mal tantôt. OK. Fait que, pour ajouter aussi, le site historique est fermé depuis le 26 septembre. Puis, je vais avoir un rapport là, au mois prochain pour savoir comment ça a été, puis vous donner du compte-rendu là. Merci. Merci, M. Briand. M. Huard? Oui, bonsoir. Moi, je vais vous parler un peu de l'embellissement parce qu'on a eu une rencontre il y a à peu près 2 semaines passées avec Mme Chantal Robitaille concernant, vous savez, l'embellissement, les fleurs, les baissiques qu'on place sur le long de la 132. La première année, on avait commencé avec ça. L'année passée, on a fait un peu plus, on a rajouté des lumières. Puis cette année, on a agrandi le territoire sur ça. On a monté ça dans la rue Saint-Pédis. On va dire, c'est pas toutes les gens qui aiment ça, mais la grosse majorité adore, on va dire, le projet de l'embellissement. Puis, si qu'on regarde ça un peu, on a des bons rapports des citoyens, des touristes. Puis, celle qui s'occupe de ça, c'est supervisé par Chantal Robitaille. Elle montre comment ça va fonctionner. Il y a le rapport avec les employés. Puis, elle travaille beaucoup sur ces projets-là. Puis, je peux vous dire, cette année, comme on a eu un peu de vandalisme, on a eu un Bessie qui est parti, on ne sait pas où. On a eu des fleurs qui ont fait la même chose, mais en général, ça a quand même été bon. Puis on va continuer la même chose l'année prochaine avec un peu avec d'autres agrandissements aussi. On a un autre projet qui s'en vient. Je ne peux pas vous en parler. Ils m'ont dit, regarde ça pour une surprise. C'est concernant l'embellissement pour la période qui s'en vient, octobre, novembre, décembre. Puis, je veux vous parler aussi les enseignes de la ville à l'entrée et à la sortie. On dit que ça prend du temps, mais je pense que Chantal Robitaille travaille sur ce projet-là pour avoir des subventions pour qu'on ait moins à payer. Puis je pense qu'on vient d'en parler sur l'entente de développement culturel, ministère de la Culture et de Communication. Je pense que ce dossier-là va rentrer dans ça aussi. Puis, je parle de l'embellissement. On avait sorti pour 12 semaines un poste pour jardinier. On n'a pas eu de personne qui a appliqué sur ça, mais on est en train d'en parler à la ville. Peut-être, si on en rajouterait peut-être d'autres semaines de plus, on aurait peut-être quelqu'un qui pourrait appliquer dessus. Ça, c'est un autre projet à venir. Puis, on a parlé aussi du bar à choix. Si vous regardez, on va dire, quand tu descends au site historique, on a un bâtiment qui appartient au CHNC, puis même, on va dire, les passerelles qui sont là, on est en train d'essayer de trouver un projet ou des subventions pour faire quelque chose avec ça.
C'est pas mal ce que j'ai dans mes dossiers. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, M. Huard. M. Duchesneau. Bonsoir tout le monde. Moi, sur le comité d'urbanisme, ce mois-ci, on n'a pas eu de rencontre. Par contre, sur les travaux publics, j'ai toujours un téléphone ou 2 ou 3 par semaine que je réfère à Denis Allan. C'est lui le chef d'équipe, puis c'est lui qui s'occupe de faire des travaux. Merci. Bonsoir. Merci, M. Duchesneau. Merci à tous. Donc, on s'est rendu à Affaires nouvelles. Affaires nouvelles, pas rien au niveau des affaires nouvelles. Point 20, période de questions, donc dans la salle. Si vous avez des questions, c'est le moment de le faire. Donc, j'ai Mme Darasby à ma droite. Après ça, Mme Grenier. Après ça, M. Le Brasseur. Oui. Bonjour tout le monde. Par rapport à votre point 10 sur l'accès au logement, vous avez dit tantôt qu'il allait y avoir à peu près 10 000 logements qui allaient être disponibles. Je voulais savoir pour Passepébiac concrètement, est-ce que Passepébiac va bénéficier de ça? En fait, je ne peux pas répondre à savoir si Passepébiac va bénéficier de ça, mais la démarche, c'est pour essayer d'en bénéficier. Et la question de logement, ça, c'est vraiment une question d'accès logis, donc pour les personnes plus démunies. Il y a un dossier où on travaille pour une clientèle qui est un petit peu plus âgée, mais qui est aussi les maisons des aînés, une résidence de personnes âgées aussi au surplus. Et il pourrait y avoir quelque chose au niveau privé, mais il y a dans certains cas où au niveau privé, il faut qu'il y ait des promoteurs. Donc, puis la question des maisons des aînés, Mme Cassiou, ils ont travaillé le dossier. On a eu des réponses qui sont négatives pour le moment parce que les projets ont déjà été octroyés. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas rien pour les prochains projets qui sont acceptés par le gouvernement. Puis, il y a M. Briand avec d'autres personnes sur le conseil municipal qui travaillent aussi au niveau des résidences personnes âgées. Donc, ça, on va avoir des informations supplémentaires ultérieurement, mais antérieurement, ils n'acceptaient pas aucun projet dans ce domaine-là. Là, ils ont besoin de projets et ils vont en accepter bientôt. Ouais. Donc, Mme Grenier, je crois? Non? OK. Peut-être que vous avez juste bougé comme ça, puis j'ai pensé que vous vouliez parler. Donc, M. Le Brasseur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, j'ai un problème d'eau, mon puits est manqué, puis là, il n'y aura plus d'eau. Vous avez un problème d'eau et? On n'a plus d'eau, là. OK. Le puits est manqué. Oui. Juste pour le bénéfice de la population, en fait, M. Le Brasseur m'a contacté, il est venu nous porter une lettre aujourd'hui pour que le conseil municipal évalue la situation, c'est-à-dire que quand M. Le Brasseur mentionne que ça ne fonctionne plus, il n'y a plus d'eau, ce n'est pas dans le réseau d'aqueduc, c'est son puits personnel. Donc, il faut évaluer la situation, savoir, quand on reçoit une demande comme ça, il faut l'évaluer, il faut voir la distance qu'à parcourir, combien ça va coûter les travaux, etc., etc. Et malheureusement pour vous, c'est peut-être crûment dit, la responsabilité de la Ville, il n'y en a aucune. Par contre, ce n'est pas dit que la Ville ne fera rien. C'est pour ça que je vous dis que ça va être soumis à l'ensemble du Conseil pour vérifier qu'est-ce qui est possible de faire et quel sera le coût relatif à ça. Et ensuite, on pourra vous revenir et vous dire, ça coûte tant d'argent et savoir si on va vous charger un montant supplémentaire parce que vous comprenez que dans votre secteur, il y a quand même 5 maisons au total, une qui est plus loin que chez vous, 2 qui est plus loin que chez vous. Donc, c'est de s'assurer que tant qu'à amener l'eau là, c'est de s'assurer d'essayer de le donner à tous. Mais là, c'est de vérifier vraiment si c'est possible de le faire. Si vous l'apportez jusqu'au bout, c'est sûr que les autres ils vont apprendre pareil. Oui, c'est ça. Mais un coup que le conseil municipal va décider de le mettre en place, c'est sûr que l'idéalement, c'est de discuter avec les gens et que les gens sont tous d'accord. Mais s'il y a quelqu'un qui vit une problématique difficile, c'est sûr que le conseil municipal va évaluer la situation. Puis même si les autres citoyens diraient « nous autres, on n'en veut pas », mais ça se peut qu'on le passera quand même et que tout le monde paierait de l'aqueduc.
Mais ça, on va évaluer tous les différents scénarios avant de prendre une décision finale. Quand est-ce qu'on va avoir des nouvelles de ça pour avoir de là? Bien, on va tenter d'avoir des nouvelles. Peut-être demain, je pourrais vous dire si le conseil décide d'aller plus loin. Ensuite, il faut sortir les chiffres, il faut faire les calculs. Puis le plus tôt, ça va le mieux, ça, je l'aurais compris. Parce que c'est pas drôle d'avoir de l'eau puis, qui est souillée, puis vous ne pouvez pas prendre vos douches, vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas aller à la toilette, vous ne pouvez rien. Je comprends très bien ça. Mais ça va être évalué. Il y a à peu près 600-700 pieds de chez nous là, à la route. En fait, je pense que vous m'avez vu passer ce matin, vers midi. Oui. J'ai passé avec le camion de la ville et M. Denis Alain pour vérifier la distance. On parle de plus de 1600 pieds de longueur. Ce n'est pas seulement 500 pieds, c'est 1600 pieds. 1600 pieds, ouais. C'est possible. 1600 pieds pour aller jusqu'à la dernière personne qui a le service. Peut-être que vous, c'est avant, là. Mais... peut-être jusqu'à la dernière maison. Oui, c'est ça. Comme on a dit, on n'installera pas un aqueduc, puis on dit on laisse faire les autres. Là. On le fait ou on le fait pas. Donc, en tout cas, ça sera analysé. Je ne peux pas vous en dire plus ce soir, M. le professeur. Oui, c'est dur à vivre, là, pas d'eau. Là. Pas se lave, pas aux toilettes. Oui, on comprend ça. Comme ça, on va avoir des nouvelles demain, quoi. Demain, je vais vous dire si le conseil a décidé d'aller plus loin ou pas. Oui. Oui. Merci beaucoup. Bienvenue. Monsieur Holmes. Bonsoir. Deux petits éléments. Le premier, on voit dans les médias par rapport au projet qui s'en vient, le parc linéaire. Les gens en parlent beaucoup. Il y a une action citoyenne pour le développement de ce projet-là. Est-ce que, quand on parle du parc linéaire, ça inclut déjà la piscine ou c'est juste le parc linéaire et la piscine, c'est un autre projet? C'est un autre projet. C'est 3 projets. On parle du projet des Monticoles. On parle d'une piscine qui va être à l'intérieur du parc linéaire, qui est adjacent au complexe sportif, donc juste à l'arrière du complexe sportif. Puis il y a le parc linéaire. Bon. OK, parfait. La longueur de la piste cyclable qu'il va y avoir là, c'est à peu près plus ou moins 1 kilomètre, c'est ça? En fait, oui. De la rue des Mal-Aimés à la rue Chappadeau, il n'y a pas plus qu'1 kilomètre. Là. Il y a même 900 mètres. Oui, en fait, c'est pas un sentier qui va être sur une ligne droite, comme vous l'aurez compris. Parce que sinon, il va y avoir un aménagement qui va être fait. Ça se peut que c'est un petit peu plus que ça. D'ailleurs, je l'ai mentionné tantôt, j'invite la population à être là le 14, si vous pourrez avoir l'opportunité d'avoir beaucoup plus d'informations. Dans un deuxième ordre d'idée, je vais parler de qu'est-ce qui je m'occupe le plus. On va parler du développement du site du banc de pêche, particulièrement de la marina, parce que je m'en occupe. On a fini notre saison. On a quand même eu un bel été malgré la COVID. On est complet. On ne peut pas rajouter de place. Même pour les gens de la place qui s'achètent des bateaux, on ne peut pas rajouter. Je pense qu'il y avait eu une rencontre avec M. Poirier et vous concernant on travaille sur un projet d'agrandissement. Donc, on a un organisme à but non lucratif, des bénévoles, qui arrive avec un projet clé en main d'à peu près 400 000 $ pour l'agrandissement de la marina, qui sert à accueillir des gens de l'extérieur, qui a un rayonnement régional, et on avait demandé du financement. Vous avez eu une lettre, je pense, le 28 septembre, vous demandant quelle était la réponse de la Ville à notre demande de financement, et vous avez répondu, je crois, que c'est le ou la conseillère, le conseiller responsable du dossier qui nous répondrait. Donc, ils sont sûrement ici à soir puisque vous avez... En fait, la réponse, c'est oui ou c'est non? Oui, vous allez avoir une réponse quand même assez directe. Ce n'est pas une conseillère ou un conseiller qui est responsable du dossier, mais j'ai mentionné la personne responsable. Okay. Donc, la personne responsable, elle devait vous donner certaines informations il y a quelque temps, puis qu'elle n'a pas pu le faire. Fait que j'avais besoin de vérifier avec cette personne responsable-là pour être capable d'être en mesure de répondre à M. Pierre Poirier au niveau de la marina. Mais vous voulez avoir la réponse, je vais vous la donner immédiatement. Le conseil municipal s'est déjà pensé sur la question et c'est négatif. Négatif à l'unanimité. C'est négatif. Excellent. Oui. Et c'est fort simple. La demande de la marina, on comprend très bien que c'est important économiquement. On comprend que c'est un beau projet.
On parle, comme vous disiez, entre 400 quelques mille, mais la demande était faite, c'était 50 000 que la Ville de Passepébiac devait prendre des taxes des citoyens et de le verser, ni plus ni moins, directement pour la marina. Donc, le conseil municipal a dit non. Mais Mais vous allez avoir une réponse officielle, ça c'est sûr, mais c'est non. OK. OK. Parce que je me souviens, en 2007-2009, la Ville avait appuyé pour un montant de 65 000, puis on avait pris le chalet des 14 000 qui servait à rien. On l'a amené où ce qu'il est. On en a fait un des beaux bâtiments du banc de pêche, outre le site historique, parce que le reste des cabanes qui sont là, c'est pas beau, là. Et on est rendu qu'on paye jusqu'à 1500 ou 1700 $ de taxes à chaque année avec ce projet-là. Fait que c'est quand même... Il y a eu un retour sur investissement. Il y a des gens de l'extérieur qui passent l'été à Passepébiac qui investissent. Fait que c'est une vision. Vous avez le droit. Nous, ça nous coupe l'herbe sous le pied parce que lorsqu'on va aller voir la MRC ou d'autres organismes pour du financement, ils vont demander est-ce que la marina a investi? Oui, la marina a investi plus de 50 000 $. Et est-ce que votre communauté a investi? On va dire non. Puis là, la MRC, on nous dit, bon, ben là, si votre communauté n'appuie pas, peut-être qu'on devra aller présenter le projet ailleurs, puis on aurait plus de support. Mais ça va être à réfléchir où remettre les clés tout simplement de la marina à la ville, parce que la capitainerie est sur votre terrain. Mais c'est des choses qu'on va regarder, mais là, on est à chaud, on va attendre que ce soit froid pour les réflexions. On vous remercie. Parfait. Donc, je vous invite à faire une demande de rencontre si vous avez des décisions à prendre à ce niveau-là éventuellement. Merci. D'autres questions pour les citoyens dans la salle? Non. Donc, merci beaucoup. Et ça prendrait une résolution pour mettre fin à la séance pour le point 21. Donc, un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Nathalie propose. Madame Nathalie propose, appuyé par M. Duchesneau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup et bonne fin de soirée, bonne journée et bon mois. Au plaisir de vous voir le 14 octobre. Merci.